Dans l'exercice 44, page 136, on s'intéresse à la décomposition de l'acide nitreux. On suit l'évolution de la concentration en acide nitreux, qui est un réactif, et celle de l'ion nitrate, qui est un produit. C'est une transformation qui est lente, qui a lieu dans un volume constant, on vous précise la valeur, qui est de 100 ml. Et on vous indique également la concentration initiale d'acide nitreux. Pour pouvoir dresser le tableau d'avancement de la réaction, il faut raisonner avec les quantités de matière. Donc, on peut déterminer la quantité de matière initiale en acide nitreux, connaissant la concentration et le volume de la solution. On complète dans le tableau. Donc, à l'état initial, on a uniquement de l'acide nitreux. Pour tous les produits, on va noter donc 0. À un état intermédiaire, on va avoir la quantité initiale d'acide nitreux moins 2x, puisqu'on a un coefficient 2 devant la formule de l'acide nitreux. Ici, il se forme x mol. Ici, on a un coefficient 2, donc il se forme 2x mol. Et ici, un coefficient 1, donc il se forme x mol. D'après la courbe, on constate qu'à l'état final, la concentration en acide nitreux est nulle, ce qui signifie qu'on a une transformation totale. Donc, à l'état final, l'acide nitreux, qui est le seul réactif, donc forcément réactif limitant, va avoir sa quantité égale à 0. Par conséquent, on va pouvoir déterminer la valeur de Xmax, puisque la quantité initiale moins 2Xmax va être égale à 0. On en déduit la valeur de Xmax, qui vaut 3,125 fois 10 puissance moins 2. Et on peut maintenant compléter totalement l'état final. Ici, on en a 3,125 10 puissance moins 2, c'est-à-dire Xmax. Ici, on a multiplié par 2 pour les 2 Xmax, et ici, Xmax. À noter que la question telle qu'elle était posée n'attendait pas forcément que vous indiquiez la composition à l'état final. Cette case-là, il faut surtout la remplir quand on vous demande la composition du système à l'état final, puisqu'on attend les quantités en chacune des espèces qui interviennent. Vous auriez très bien pu, au niveau du tableau, vous arrêter à une ligne ici, avec juste noté Xmax, 0, Xmax, 2Xmax et Xmax. Dans la question B, on vous demande de définir et calculer les vitesses volumiques de disparition du réactif et d'apparition du produit à la date t égale 0. Donc on va appliquer la formule et on va utiliser la courbe pour tracer les tangentes. HNO2 étant un réactif, il disparaît. Donc, comme on l'a noté dans le cours, la vitesse de disparition du réactif se note moins la dérivée de la concentration par rapport au temps. Le signe moins ici, tout simplement parce que la valeur qui se trouve là, qui correspond au coefficient directeur de la tangente à cette date, va être négative. Nous, ce qu'on souhaite, c'est à la fin obtenir une vitesse positive. Concernant le produit, la vitesse d'apparition, là, sera positive puisque le coefficient directeur sera positif également. Ensuite, on trace les tangentes aux deux dates. Une fois votre tangente tracée, donc au plus près de la courbe à la date choisie, vous allez repérer deux points faciles à repérer. Donc le premier, qui est celui-ci, qui est facile à repérer, pour lequel l'abscisse vaut 0, l'ordonnée 0,625, et celui-ci qui a 25 secondes en abscisse et 0 pour l'ordonnée. Ensuite, on fait variation des ordonnées, donc 0,625 moins 0 sur la variation des abscisses, à savoir 0 moins 25. Ce calcul-là mène à une grandeur qui est négative, mais comme nous avons mis un moins, puisque c'est une vitesse de disparition, on arrive à la fin à une valeur positive. On suit le même raisonnement pour la vitesse d'apparition du produit. Donc on trace la tangente. Évidemment, un des points que l'on choisit est le point 0. Puis on va chercher un point qui tombe sur des graduations faciles à lire. On arrive à une valeur de 0,010. Dans la question C, on vous demande la composition du mélange à la date qu'il faut déterminer à laquelle les deux courbes se coupent. Donc cette date, elle se trouve pile ici, donc à une concentration de 0,200. Les deux courbes se croisent et on constate qu'on est à la date de 25 heures. On a vu qu'à cette date, les concentrations donc, en réactif et en produit sont égales à 0,200 mol par litre, ce qui nous permet de calculer la quantité puisqu'on connaît le volume qui est constant depuis le début. Donc la quantité en HNO2 qui est le réactif va être égale à la quantité en produit NO3-.
Ce sera donc égal à la concentration qui est commune aux deux, multipliée par le volume qui valait 100 ml que l'on convertit en litres. Ensuite, revenons au tableau dans lequel nous avons constaté ici qu'à une date quelconque, il se formait X mol de NO3-, X mol de NO2, ce qui signifie que la quantité de NO3- que l'on connaît maintenant est égale à la quantité de NO. Par contre, ici, en H+, c'est 2X. Donc, on a le double de la quantité. Donc, la quantité de H+, est égale à 2 fois celle que l'on vient de calculer, donc 4 fois 10 puissance moins 2 mol, alors que la quantité de NO est la même. Dernière question, pour calculer les vitesses volumiques à la date de 25, il suffit de tracer les tangentes pour chacune des courbes. La vitesse de disparition du réactif aura une valeur négative de coefficient directeur, mais comme on met un signe moins dans le calcul, à la fin, on aura une vitesse positive. On suit le même raisonnement que celui qui a été suivi à la date t égale 0, toujours en choisissant des points qui sont faciles à lire. Dans l'exercice 42, page 136, on s'intéresse à la décomposition de l'eau oxygénée en dioxygène et en eau. Lors de cette décomposition, on mesure à différentes dates les volumes de dioxygène gazeux qui se sont dégagés. Dans un premier temps, on vous demande de calculer les quantités de matière correspondantes, sachant que la quantité de matière d'un gaz peut être déterminée en prenant le volume dégagé de gaz que l'on divise par le volume molaire qui correspond au volume d'une mole gazeuse. On remplit le tableau avec un exemple de premier calcul. Il suffit de regarder à la date t égale 5 minutes dans le tableau du livre. Vous avez un volume de dioxygène de 15,5. C'est en millilitres, donc on pense à convertir en litres en multipliant par 10 puissance moins 3 et on divise par les 24 litres par mol. On fait la même chose pour chacune des valeurs de volume. On vous demande ensuite d'écrire l'équation de la transformation chimique, sachant que le seul réactif est l'eau oxygénée H2O2 et les produits sont le dioxygène et l'eau. On équilibre cette équation de manière à ce qu'il y ait autant d'atomes de chaque sorte de chaque côté de la flèche. Ici, pour pouvoir remplir le tableau d'avancement comme c'est demandé juste après, il faut déterminer la quantité d'eau oxygénée initiale. Pour cela, on connaît la concentration qui vaut 0,100 mol par litre, on sait qu'on a un volume de 50 millilitres que l'on convertit en litres et on trouve la quantité. On remplit ensuite le tableau d'avancement. À t égale 0, l'avancement est nul, la quantité de réactif est celle que nous venons de calculer. Il ne s'est pas encore formé de produit, donc en O2, la quantité est égale à 0. En H2O, la quantité est effectivement égale à 0, sauf que dans notre volume de 50 ml, le solvant est l'eau. Elle est donc largement en excès, donc on ne va pas se soucier de la quantité de matière d'eau. À un état intermédiaire, donc à n'importe quelle date, on aura un avancement X. En H2O2, H2O2 va disparaître et donc on aura la quantité initiale moins 2 X mol qui vont disparaître puisqu'ici on a un coefficient stoichiométrique égal à 2. Concernant le dioxygène, au départ on n'en a pas mais il va se former à raison de X mol puisque le coefficient stoichiométrique est de 1. Pour l'eau, on ne note toujours pas. Si on avait voulu noter, il aurait fallu écrire 2 X mol. À l'état final, nous n'avons pas d'informations supplémentaires concernant le caractère total ou non de la transformation. Donc à ce stade, il suffit de noter juste avec XF sans forcément déterminer la valeur des quantités. On va donc réécrire la même ligne que juste au-dessus, sauf qu'on remplace par XF. On vous demande d'en déduire la relation entre la quantité de dioxygène et l'avancement. Il suffit de regarder dans cette case. On voit qu'à une date quelconque, la quantité de O2 est égale à X. Ainsi, on peut faire le calcul attendu à la question D, puisqu'on vous demande de calculer X pour chacune des dates. Une fois qu'on connaît les quantités de O2 que l'on a calculées à la question A, il suffit de reporter les mêmes valeurs puisqu'elles sont égales. Dans la question suivante, on vous demande d'exprimer la concentration en eau oxygénée à une date T. Pour ça, on va partir à une date T de la quantité. Il suffit de regarder dans le tableau. On est ici. À une date T, la quantité est égale à 5 fois 10 puissance moins 3 moins 2x. Ce qui veut dire que pour connaître la concentration, il suffit de diviser la quantité par le volume de solution, qui est toujours le même depuis le début puisqu'on travaille à volume constant.
ce qui signifie notre quantité 5 fois 10 puissance moins 3 moins 2x sur Vs. On se retrouve ainsi avec 5 fois 10 puissance moins 3 sur Vs. Or, ce 5 10 puissance moins 3 correspond à la quantité initiale d'H2O2. Donc, 5 fois 10 puissance moins 3 sur Vs, ça correspond à quantité initiale d'H2O2 sur Vs, c'est-à-dire la concentration initiale en H2O2. On retrouve ainsi l'expression attendue, à savoir que la concentration en H2O2 à une date t est égale à la concentration initiale en H2O2 moins le 2x sur Vs. Il faut ensuite, pour pouvoir tracer la courbe, calculer les valeurs de concentration aux différentes dates. Pour ça, exemple de calcul, on prend à la date t égale 5 minutes. La concentration initiale, elle était de 0,100 mol par litre, moins 2 fois la valeur de x que nous avons calculée à la question précédente, sur le volume qui est toujours de 50 millilitres. On trouve 0,074 mol par litre que l'on peut insérer dans le tableau. On recommence le calcul aux différentes dates avec les différentes valeurs de x qui se trouvent ici. Ensuite, vous tracez la courbe soit sur régressie comme ici, soit sur papier. Mais quoi qu'il en soit, il est important que vous ayez une trace papier sur votre feuille pour quand vous allez réviser. Une fois que la courbe est tracée, on peut déterminer le temps de demi-réaction. Pour ça, on sait que lorsqu'on a la disparition d'un réactif, lorsque la concentration est égale à la moitié de la concentration initiale, donc ici c'était 100 millimoles par litre, donc quand on est à 50 millimoles par litre, on sait que la durée correspond à T1,5. Pour le déterminer, il vous suffit d'aller chercher l'outil réticule libre. On vous demande enfin de déterminer la vitesse volumique de disparition de l'eau oxygénée à la date t égale 0 et 10 minutes. Pour cela, il faut tracer les tangentes. En effet, la vitesse volumique à une date donnée est égale à la valeur absolue du coefficient directeur de la tangente. Donc, par exemple, vous tracez à la date t égale 0 votre tangente, vous sélectionnez 2 points pour lesquels les coordonnées sont faciles à lire, vous calculez votre coefficient directeur et on n'oublie pas de mettre un signe moins parce que comme le coefficient directeur est négatif, nous on souhaite obtenir une valeur de vitesse positive. On fait la même chose à la date t égale 10 minutes. Ensuite, il suffit de comparer les valeurs de vitesse. On constate ici qu'au cours du temps, la vitesse volumique de disparition diminue. Ça, c'est dû au fait qu'à l'intérieur du bécher, le réactif disparaît, donc la concentration diminue, sachant que la concentration est un facteur cinétique. La transformation va voir sa vitesse diminuer. Si vous avez tracé votre courbe sur régressie, vous pouvez dans l'outil sélectionner tangente simple et vous pouvez ainsi représenter la tangente aux différentes dates. Apparaît alors la valeur du coefficient directeur de cette tangente. Attention, c'est le coefficient directeur, il est bien négatif. Vous, pour connaître la vitesse, vous devrez prendre moins ce coefficient directeur. Donc, vous obtiendrez une vitesse positive.